Salut Internet. Il y a 20 ans, le 26 décembre 2004, un séisme d'une extrême violence, suivi d'un tsunami, ont eu lieu dans l'océan Indien. On estime qu'il y a eu des centaines de milliers de victimes. Plus d'une dizaine de pays ont été touchés et les dégâts ont été considérables. C'est dans ces moments-là qu'on prend conscience de la puissance de la nature et que nous, face à elle, on n'est pas grand-chose. J'ai donc fait le tour du monde pour trouver 77 dangers qui rôdent sur notre planète. Il y en a des surprenants, vous allez voir. C'est parti. Le doigt glacé de la mort. Brinicle, de son vrai nom, ce phénomène, ça s'appelle brinicle. Ça se passe sous la banquise, quand au-dessus de celle-ci, il y a des poches résiduelles d'eau, de saumure hyper salée et beaucoup plus froide que l'eau qu'il y a en dessous de la banquise, et que cette saumure s'écoule dans l'océan. C'est technique, mais en gros, on a un truc très froid, un peu plus lourd que l'eau de l'océan, qui coule progressivement en gelant l'eau autour d'elle, comme une sorte de stalactite de glace qui, au contact du sol, gèle tout ce qui se trouve autour. Alors, à moins d'être une étoile de mer, on risque pas grand chose parce que c'est un phénomène lent, les autres animaux ont le temps de partir, c'est vrai. On va pas parler uniquement des menaces qui nous concernent nous. Je vous préviens, personne n'est à l'abri dans cette vidéo. Jökulrup est un terme islandais, d'où ma prononciation, qui désigne un phénomène extrêmement précis, une coulée glaciaire. C'est comme une coulée de lave, mais à la place c'est de l'eau. Plusieurs facteurs peuvent provoquer ça, une éruption volcanique, la brisure d'un glacier, la rupture d'un barrage contenant un lac, et forcément, c'est très dangereux. 15 millions de personnes dans le monde sont directement menacées par ces inondations glaciaires. Tu devrais être safe si t'habites au Brésil par exemple. Le typhon Type détient le record du plus grand diamètre ever, plus de 2200 km. C'est le cyclone le plus large de tous les temps. En comparaison, l'ouragan Oscar a le record, lui, du plus petit diamètre jamais enregistré. 10 km seulement. On préfère avoir Oscar que Type au-dessus de la France. Et pour ceux qui se demandent la différence entre ouragan et typhon, c'est la même chose, ce sont des cyclones, c'est juste que les termes varient selon la zone géographique. Bien moins impressionnant, mais tout de même très dangereux, les plantes. Et la première qui me vient en tête est la grande ciguë, qu'on trouve hyper facilement chez nous, et d'ailleurs un peu partout dans les lieux frais de l'hémisphère nord. Méfiez-vous de ces petites fleurs blanches qui peuvent ressembler à de la carotte sauvage, parce que cette plante est hautement toxique. Troubles nerveux, respiratoires, paralysie, mort, et ce même avec des petites doses. Déjà à l'époque de la Grèce antique, elle était utilisée pour exécuter les condamnés à mort, parmi lesquels figurait Socrate. En me renseignant sur les dangers de la nature, de la planète, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'idées reçues, de trucs qui sont considérés comme très dangereux alors que non, et inversement. Donc j'ai une petite idée, je vous propose de faire des petits vrais ou faux dans cette vidéo. Première question, jingle messieurs dames. C'est vrai ou c'est faux? On va tester ton niveau. Les piranhas sont à l'origine de dizaines de décès chaque année. C'est faux les gars, c'est complètement faux. Déjà, il y a plusieurs types de piranhas, et même les plus dangereux ne sont pas mortels pour l'homme. Vous risquez au pire une bonne morsure. En fait, cette idée reçue nous vient du président américain, Theodore Roosevelt. Ah, vous l'attendiez pas celle-là. En visite au Brésil, un jour, il a assisté au repas de piranhas qui avait été préalablement affamé. Ils ont donc englouti un gros morceau de viande en un rien de temps. Ça a impressionné Théodore, qu'il a décrit comme le poisson le plus féroce du monde, le poisson cannibale, ou encore comme le poisson mangeur de l'homme. Ça, ou encore ça, ce sont des cratères d'astéroïdes. Et ouais, parce qu'en plus des risques terrestres et aquatiques, il y a aussi les risques spatiaux. C'est pas drôle sinon. L'un de ceux qui va passer proche de la Terre, c'est Apophis. Il a déjà croisé notre orbite à plusieurs reprises et devrait à nouveau venir nous dire bonjour le vendredi 13 avril 2029. Déjà, c'est un vendredi 13, les gars. Et en plus, il risque de passer à moins de 32 000 km de nous. Pour vous dire, la Lune est 12 fois plus loin de nous que ça. Ça fait peur un petit peu. En 1874, le Canada et les États-Unis ont été envahis par des sauterelles. 120 milliards, plus exactement. Selon les témoignages de l'époque, l'essaim était si dense qu'à certains endroits, il a masqué le soleil pendant plusieurs heures. Les champs, les maisons, les arbres, tout a été ravagé. Et c'est pas la première fois que ça arrive. On peut aussi citer l'invasion de criquets pèlerins qu'a connu l'Empire ottoman en 1915, qui a, pareil, détruit toutes les cultures. Comme quoi, ça ne concerne pas une seule partie du globe, et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Alors,
Quand j'ai imaginé cette vidéo, je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de catastrophes naturelles très connues, en tout cas beaucoup plus que d'autres. Autant des coulées glaciaires, je pense que peu de personnes connaissent, autant les tremblements de terre, je savais pas trop comment les traiter. Donc justement, pour celle-là, traitement spécial. Au lieu de vous expliquer ce qu'elles sont, j'ai surtout essayé de trouver des infos surprenantes à leur sujet. Et on commence notre ouverture de booster de catastrophes naturelles très connues avec... Ah tiens, le tsunami. Saviez-vous que la vitesse de ces vagues destructrices dépend notamment de la profondeur des eaux qu'elles traversent. Plus c'est profond, plus le tsunami est rapide. Il peut ainsi facilement atteindre 800 km/h et traverser des océans entiers en moins d'une journée. Évidemment, il est très difficile d'anticiper les tsunamis. Par contre, on peut alerter grâce à la surveillance sismique, mais aussi sensibiliser les populations face aux risques. Par exemple, au Japon, on peut tomber sur ce genre de pierres. Elles ont été érigées dans plusieurs endroits touchés par des tsunamis par le passé. Sur ces stèles, on peut lire des messages de mémoire et de prévention comme « Les gars, ne jamais oublier qu'il y a déjà un tsunami qui est arrivé jusqu'ici, ce serait peut-être bien de pas construire en dessous de cette limite ». Le miel est connu pour ses vertus médicinales. Enfin ça, c'est quand l'abeille ne butine pas une plante toxique. Parce que dans ce cas-là, ça peut provoquer une intoxication avec des symptômes plus ou moins graves. Il y a notamment le miel issu de ce type de rhododendron qui peut faire ça. On en trouve en Turquie par exemple. C'est ce qu'on appelle le miel fou et apparemment les producteurs qui en vendent ne reconnaissent pas sa dangerosité alors que de nombreux cas d'intoxication sont à déplorer. Tenez, en 2022, un ours a été trouvé complètement stone après en avoir consommé. D'ailleurs, le miel toxique est un stratagème militaire rapporté dans plusieurs écrits antiques. Xénophon raconte que le miel de rhododendron a été utilisé contre les armées de Cyrus le Jeune, un peu comme une arme biologique de nos jours. Les villageois qui se faisaient envahir se sont enfuis avec toutes leurs denrées, ils ont rien laissé aux soldats qui les envahissaient, à part ce miel. Forcément, ils se sont jetés dessus, et ils étaient pas en grande forme après. 18 à 23,7 cm. De quoi on parle les gars là? C'est la taille du plus gros grêlon connu à ce jour. Vous voyez, il y a des petits picots, donc ça fait varier un peu sa taille. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, hein. C'est comme si une pluie de ballons de foot, dure comme de la pierre, nous tombait dessus. On peut littéralement mourir de chaud. Je parle pas de te jeter dans un feu évidemment, hein, je parle juste de haute température. Lorsqu'il fait très chaud, notre corps cherche à réguler sa température. Et pour ça, il transpire. Mais lorsque l'environnement est trop chaud, ou très chaud pendant très longtemps, il arrive que la chaleur s'évacue mal. C'est là qu'on peut souffrir de déshydratation, que notre rythme cardiaque peut augmenter, voire que nos cellules peuvent se nécroser. Pire, d'après un rapport, il existe 27 façons de mourir de chaud. À deux doigts d'aller déménager en Antarctique, moi. Enfin, peut-être pas, parce qu'à l'inverse, bien entendu, on peut mourir de froid. Comme précédemment, c'est une histoire de régulation corporelle, mais juste dans l'autre sens. Si le corps ne parvient pas à se réchauffer, il peut y avoir plusieurs conséquences. Ralentissement du rythme cardiaque cette fois-ci, respiration plus lente, désorientation, confusion, et à terme, altération du fonctionnement des organes vitaux. Ça, c'est pas fou. Si la température du corps est trop basse, ce dernier, dans un dernier élan de survie, coupe l'afflux sanguin dans les zones les moins importantes du corps, généralement les extrémités, pour protéger les organes vitaux. C'est à ce moment-là que se forment les engelures par exemple. Avec tout ça, je déménage où moi ? Deuxième ouverture de booster, voici la sécheresse. Un véritable fléau, on va pas se mentir. Ça a les conséquences absolument désastreuses qu'on connaît. Et puis, parfois, ça permet de mettre au jour des vestiges vieux de plusieurs milliers d'années. Voilà, il n'y a pas que des trucs dramatiques dans cette vidéo. Le cromlech de Guadalperal, qui se trouve à l'ouest de l'Espagne, avait été découvert dans les années 20, puis immergé dans les années 60, avant d'être redécouvert plus de 60 ans plus tard, grâce ou à cause d'un épisode de sécheresse qui a asséché une grande partie du lac dans lequel le site se trouvait. C'est vrai ou c'est faux? On va tester ton niveau. La marée rouge est dangereuse pour les hommes. C'est vrai, messieurs, dames, c'est vrai. La marée rouge, ce sont des algues microscopiques qui se multiplient rapidement, qui colorent l'eau en rouge et qui impactent le milieu marin de plein de manières, au point de tuer poissons et mollusques, comme en Floride en 2023. Mais ça n'affecte pas que la poiscaille. Ça peut aussi provoquer des troubles respiratoires chez l'homme, voire des intoxications si des mollusques exposés sont consommés. Et pour éviter les marées rouges, c'est compliqué, elles peuvent se développer plus ou moins dans tous les océans. Allez, parce que j'aime bien ce système, autre tirage de cartes. Et c'est le séisme cette fois-ci. Déjà,
histoire de vous rassurer un peu, ou pas, je sais pas comment vous allez prendre cette info en fait. Il y a plusieurs millions de séismes chaque année dans le monde. J'ai même trouvé un live sur YouTube qui annonce en temps réel chaque secousse. Heureusement, on les ressent pas toutes. J'imagine même pas l'état d'alerte ou d'indifférence en fait, dans lequel on serait si on vivait ça. Un lac peut exploser. C'est arrivé au Cameroun en 1986 et ça a été absolument dramatique. Le lac Nyos est un lac de cratère volcanique qui a connu ce qu'on appelle une éruption limnique. Concrètement, et pour le dire vraiment très simplement, imaginez des poches de CO2 qui s'accumulent au fond du lac. Elles sont là à cause du magma qui est situé sous le lac. Et un jour, un pan de la colline s'effondre, ça libère ces poches qui remontent à la surface d'un seul coup et ça forme un nuage de gaz inodore, incolore et plus lourd que l'air. Donc, qui reste à la surface du sol. Tu le vois pas venir, tu comprends pas pourquoi d'un seul coup t'arrives plus à respirer, et en l'occurrence, cet événement a fait plus de 1700 victimes, que des gens qui habitaient dans les villages aux alentours. Le pergélisol, cette partie du sous-sol gelé en permanence, renferme beaucoup de virus des temps anciens qui sont progressivement en train d'être libérés. Si les risques d'infection sont jugés faibles, il faut cependant pas les sous-estimer. Les chercheurs pensent que notre défense immunitaire pourrait ne pas être suffisante face à un virus avec lequel on n'a pas été en contact pendant des milliers d'années. Donc faudrait peut-être faire en sorte que le pergélisol ne fonde pas trop vite. Le brouillard peut tuer. En 1930, dans la vallée de la Meuse, une inversion de température a emprisonné les gaz industriels au sol. Résultat, un brouillard saturé de toxines qui a suffoqué les habitants et causé plus de 60 morts en quelques jours. À Londres, en 1952, un phénomène similaire appelé smog, c'est smoke et fog, a aussi été dévastateur. Si 4000 personnes sont mortes rapidement, le bilan total pourrait atteindre 12 000 décès. Moralité, certains brouillards, c'est pas juste un joli décor d'automne. L'île de Java, en Indonésie, abrite le Kawah Ijen. C'est super beau, mais je déconseille d'y mettre le moindre doigt de pied, car c'est un lac acide. Le plus acide de la planète. Et en plus, il est entouré de gaz toxiques. Donc vraiment, non mais les gars, n'y allez pas. Même juste sur ses rives, ou alors équipez-vous, masque à oxygène et compagnie. Qui dit une vidéo consacrée aux dangers de la nature, dit forcément liste des animaux les plus dangereux au monde. Si je me fie à celle-ci et qu'on se base sur le nombre de pertes humaines chaque année, le moustique est le plus gros danger pour notre espèce. Et en numéro 2, ouais, encore un domaine où l'être humain se surpasse. Imaginez. Vous êtes en vacances sur une plage du sud-ouest de la France, il fait beau, il fait chaud, et puis d'un coup, vous voyez un énorme nuage foncer droit sur vous. La température chute brutalement, un vent violent se lève brusquement, jusqu'à provoquer potentiellement une tempête de sable sur la plage. Ce vent est connu sous le nom de brouillarta ou denbata dans le sud-ouest, et plus généralement on l'appelle galerne, et ça a l'air d'être une vraie galère. Plus dangereux qu'un incendie qui déclenche une explosion de fumée. Oui, de la fumée, ça peut exploser. Lorsqu'un feu prend dans une pièce close, il consomme tout l'oxygène disponible et génère un nuage de fumée et de gaz très épais et très chaud. Si, par malheur, une entrée d'oxygène se fait, avec l'ouverture d'une fenêtre par exemple, les gaz et la fumée se mélangent à cette entrée d'air et ça explose. Et nouveau booster, l'ouragan. Je vous en ai parlé au tout début de la vidéo, mais je vous ai pas dit cette info assez surprenante. En 2022, la Floride a été frappée par les ouragans Ian et Nicole. Leur puissance a fait émerger une structure mystérieuse sur une plage qui s'est avérée être une grande épave de bateau du 19e siècle. C'est pas trop cool, non? C'était l'info un peu reposante au milieu de tous ces faits angoissants. C'est vrai ou c'est faux? On va tester ton niveau. Le vomiquier est une plante ultra toxique qui te tue à force de vomir. Alors, la réponse est technique, c'est vrai et faux en même temps. Oui, tu vomis, ça c'est vrai, et le nom de la plante est lié à ça, mais c'est pas ça qui va te tuer. Non, si tu consommes une partie du vomiquier, tu vas convulser, t'asphyxier, et à un moment, tu finis par mourir. Mais le vomito, il est juste là pour te faire passer un moment pénible avant le décès.
Un lac très dangereux qui se trouve sous l'eau. C'est intriguant, non? Et pourtant bien réel. Je vous parle des lacs de Saumur, des espèces de bassins ultra salés, 3 à 5 fois plus que l'eau de mer, où aucun oxygène n'est présent, à tel point que tout ce qui atterrit là-dedans meurt instantanément. Un endroit qui craint si vous êtes un poisson donc. Nous, quand on les visite, on a de toute façon la vie tranquille avec notre petite bouteille d'oxygène. Voici Chironex fleckeri, aussi surnommée la guêpe de mer ou encore la main de la mort. J'aime beaucoup ce nom. Il s'agit d'une cuboméduse considérée comme la plus dangereuse au monde. Sa piqûre est si puissante qu'elle peut, dans sa forme la plus grave, tout simplement vous tuer en quelques minutes. Ah, et je précise, évidemment, des animaux dangereux, il y en a plein, il y en a des très connus. Donc vous verrez, je vous ai fait une petite sélection non exhaustive des plus insolites, histoire de varier un petit peu de la triplette lion, hippopotame, crocodile, voilà. Cette photo a immortalisé ce qu'on a appelé le Dust Bowl, une série de tempêtes de poussière qui ont eu lieu dans plusieurs États des États-Unis dans les années 30. Une grande période de sécheresse ainsi que les pratiques agricoles intensives qui ont détruit les sols ont favorisé l'apparition de ces énormes tempêtes. Ça a provoqué le déplacement de millions de personnes. Et c'est dans ce contexte que cette photo ultra célèbre de Dorothea Lange a été prise. Dans le top des insectes mortels, pour moi, il y a sans conteste les puces. Et plus particulièrement les puces de rats, parce qu'elles peuvent transmettre la peste. Si de notre côté du globe, c'est un lointain souvenir, pour certains pays, comme la Chine, la République démocratique du Congo, Madagascar ou encore la Mongolie, c'est un mal qui fait encore rage. Alors, vaste sujet là. Je pourrais aborder beaucoup de choses, mais j'ai décidé de vous parler de l'incendie du bureau des brevets des États-Unis en 1836. À l'époque, le bureau était installé à l'hôtel Bloodgate à Washington. Un incendie s'est déclaré et a provoqué la destruction de plus de 9900 brevets, parmi lesquels, dit-on, ça c'est la blague dans l'histoire, se trouvait le brevet original de la bouche d'incendie. Tout à l'heure, on s'imaginait sur une plage du sud-ouest de la France. Maintenant, même travail, mais près des grands lacs d'Amérique du Nord. Visualisez un petit peu. Vous êtes posé et d'un coup, une tempête soudaine se forme avec des rafales qui atteignent 120 km/h. 50 à 80 cm de neige tombent en moins d'une journée. La visibilité devient quasiment nulle et des éclairs strient le ciel. Voilà, vous venez peut-être d'assister à un effet de lac. Ça se produit quand un air froid passe au-dessus d'un lac chaud. Il absorbe l'humidité et crée des chutes de neige très intenses sur les zones aux alentours. En avril 1815, le volcan Tambora, en Indonésie, est entré en éruption. Il s'agirait, a priori, de l'éruption la plus puissante que l'humanité ait connue. Le volcan a rejeté des millions de tonnes de cendres et d'aérosols dans l'atmosphère, à tel point que ça a refroidi le climat de la planète entière. Ça a provoqué des famines et des épidémies un peu partout dans le monde. Pour vous dire, l'année 1816 qui a suivi est même surnommée l'année sans été. Tout à l'heure, je vous parlais de séisme. Eh bien, saviez-vous que les villes de Los Angeles et San Francisco se rapprochent l'une de l'autre? En fait, elles sont chacune sur une plaque tectonique différente qui glisse lentement l'une sur l'autre. Après, c'est très lent. Les scientifiques estiment qu'elles seront voisines dans plusieurs millions d'années. On a donc le temps de se faire à l'idée. Et pour finir sur les séismes, le plus long aurait duré 32 ans. Il se serait achevé en 1861 par un violent tremblement de terre d'une magnitude 8,5 au large de l'île indonésienne de Sumatra. C'est ce qu'on appelle un séisme lent. Et n'empêche, entre ça et l'éruption du Tambora 50 ans plus tôt, grosse actu danger de la nature pour l'Indonésie au 19e siècle. C'est vrai ou c'est faux? On va tester ton niveau. Une éruption solaire a perturbé des appareils électromagnétiques en 1859. C'est vrai, messieurs, dames, c'est vrai. Les télégraphes ont même fait des étincelles. En gros, quand il y a une éruption solaire, le champ magnétique qui protège la Terre est perturbé. À l'époque, évidemment, il n'y a pas eu de grandes conséquences, mais de nos jours, dans nos sociétés hyper connectées, une éruption solaire de cette puissance pourrait avoir de très graves répercussions, comme des pannes électriques générales, des pannes de télécommunications, ça pourrait faire planter tout le système GPS. Et d'après un article de Ouest France que j'ai lu, ça pourrait arriver dans les 100 ans à venir. Un danger lié au blizzard qu'on oublie souvent, l'ensevelissement.
En 1972, en Iran, des villages entiers ont été littéralement emprisonnés sous la neige. À certains endroits, ce sont pas moins de 8 mètres de neige qui sont tombés. C'est plus qu'un immeuble de 2 étages. En tout, l'événement a duré une semaine, a complètement effacé de la carte des dizaines de villages et a fait plus de 4000 victimes, ce qui en fait de loin le blizzard le plus mortel de l'histoire. Parmi les trucs qui me terrifient le plus sur Terre, il y a l'amibe Naegleria fowleri, autrement appelée l'amibe mangeuse de cerveau. C'est une amibe, donc micro-organisme, invisible à l'œil nu, c'est ça d'ailleurs qui est terrifiant, et elle est présente généralement dans des eaux chaudes contaminées, voilà. Ça peut être des lacs, des rivières, les eaux d'une piscine mal entretenue, elle peut même se trouver dans de la terre humide. Si tu tombes nez à nez avec, eh bien justement, l'amibe s'infiltre via ton nez et remonte doucement vers ton cerveau. Une fois en haut, elle le grignote. Cette infection est ce qu'on appelle une méningo-encéphalite amibienne primitive et elle est presque toujours mortelle, on parle de 9 cas sur 10. Après, il n'y a pas eu beaucoup de cas dans l'histoire, un peu plus de 200 recensés et un seul connu en France, c'était en 2008 en Guadeloupe. Vous voyez le laurier rose qui se trouve dans votre jardin ou dans celui de votre voisin? Il est hyper toxique. Si vous avez le malheur d'en ingérer, de vous en faire une petite tisane, ça vous file des symptômes du style malaise, vomissement, douleur, convulsions, troubles cardiaques, décès. Attention aussi à ne pas le brûler ou à pas l'utiliser pour un barbecue par exemple. Respirer sa fumée est tout aussi toxique. Attention, la prochaine carte est avalanche. Alors oui, c'est un danger de la nature, mais la petite particularité avec celui-ci, c'est que 90% des avalanches sont causées par l'homme, notamment par des skieurs. Et c'est pas un danger à prendre à la légère, qu'elle soit d'origine purement naturelle ou qu'il y ait intervention humaine, certaines peuvent atteindre une vitesse de 400 km/h et avoir des effets dévastateurs. Comme celle à Montroc, près de Chamonix, le 9 février 1999, qui a littéralement balayé le village et fait 12 morts. En fin d'année 2024, aux États-Unis, le corps d'une femme disparue a été retrouvé dans une mine abandonnée. Alors quoi? Enlèvement, agression, crime? Rien de tout ça. Une doline. Elle était tombée dans une doline. C'est simple, c'est quand les sous-sols s'érodent, ça peut créer des cavités, ça fragilise le sol en surface, et au bout d'un moment, ça s'effondre, et ça peut faire ces trous spectaculaires. Et pire que les dolines, les méga-dolines. Rendez-vous par exemple en plein cœur de la Chine, dans cet endroit enchanteur, surnommé par la population locale la fosse céleste. Plus de 660 mètres de profondeur quand même. Les chercheurs supposent qu'elle s'est formée il y a plusieurs centaines d'années, après l'effondrement de grottes causées par l'érosion de rivières souterraines. Avec ses eaux parfois rouge sang qui dépassent souvent les 40 degrés et ses oiseaux momifiés, le lac Natron a tout d'un lieu de vacances idéal pour Dracula. À cheval sur la frontière entre Tanzanie et Kenya, ce lac, qui tient son nom du natron, un minéral, est très dangereux pour la plupart des êtres vivants qui finissent parfois en petites momies. Et je vous dis la plupart des êtres vivants parce qu'il y en a certains, comme les flamants roses, qui s'y plaisent tellement qu'ils en ont fait un lieu de reproduction. Alors que vraiment, pour nous, c'est tellement corrosif que même une petite égratignure peut provoquer des douleurs absolument atroces au contact de ces os. Ah, mais il est où là? Oh, je vais me le faire celui-là. Je vais me le faire. Hop là. C'est bon. Non, je suis désolé, aucune pitié. Aucune pitié avec ces trucs. Ça transmet plein de maladies, le moustique tigre. La dengue, Zika, chikungunya. Et le risque augmente chaque année avec leur prolifération. Une seule femelle pond en moyenne 750 œufs au cours de sa vie. Selon une enquête ordonnée par la Direction Générale de la Santé, dans les 5 prochaines années, le risque d'épidémie à cause des moustiques en France, sur une échelle de 0 à 9, se situe entre 6 et 7. C'est pas très rassurant, vraiment. Une bombe à retardement menace nos océans et certains lacs, l'hydrate de méthane. C'est un mélange de méthane et de cristaux de glace. Avec le réchauffement climatique, cette substance pourrait se décomposer et libérer une quantité massive de méthane. Pour que vous compreniez à quel point c'est pas une très bonne idée, 1 tonne de méthane a le même impact sur le réchauffement climatique que 25 tonnes de CO2. Et forcément, ça créerait un cercle vicieux, augmentant encore le réchauffement et la fonte des hydrates.
Et pire, si ce méthane est libéré, il peut déstabiliser les fonds marins sédimentaires et provoquer des glissements de terrain sous-marins. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a des glissements de terrain sous-marins? Bah, il peut y avoir des tsunamis, et potentiellement de très grande ampleur. Ça a probablement été l'une des causes du glissement de terrain de Storegga au large de la Norvège il y a 8000 ans. Les vagues du tsunami qui a suivi auraient atteint les 20 mètres de haut. C'est vrai ou c'est faux? On va tester ton niveau. L'inversion des pôles magnétiques condamnerait les êtres vivants. C'est faux les gars, c'est faux. Au cours de son histoire, les pôles de la Terre se sont déjà inversés à plusieurs reprises. C'est un processus qui peut prendre des centaines de milliers d'années. Et pendant cette période, le champ magnétique s'affaiblit, certes, ce qui réduit la protection contre les radiations solaires, ça peut augmenter les risques de maladies, ça peut aussi causer de gros problèmes technologiques comme des pannes d'électricité prolongées, mais de là à exterminer tout être vivant, faut pas abuser. Âme sensible, s'abstenir, voici l'un des animaux les plus mortels pour l'homme. Le terrifiant escargot d'eau douce. En fait, certaines espèces qui sont porteuses de parasites dangereux, voire mortels selon les cas, peuvent infecter les eaux dans lesquelles elles se trouvent. Alors oui, vous allez me dire, Doc, le problème c'est pas l'escargot, c'est le parasite. Non mais ok, certes, mais si l'escargot il fait pas sa vie ou ses petits besoins dans l'eau, le parasite il se répand pas. Et ce qui est très sympa en plus, c'est qu'avec le réchauffement climatique, il risque de bientôt proliférer en Europe. Nouvelle carte! Oh, glissement de terrain! Les images sont impressionnantes et toujours terrifiantes. Ça peut aller très très vite, un glissement de terrain, ou alors très lentement. Mais on va essayer de pas trop paniquer. Grâce à ces satellites, la NASA a développé un système capable d'estimer les zones à risque, susceptibles d'être impactées par un glissement de terrain. Au vu des images, ça a l'air assez précis. Vous savez ce qui est pire qu'un glissement de terrain? Un glissement de terrain qui provoque un méga tsunami. Ça a été le cas par exemple en 2023 au Groenland. Alors heureusement on est au fin fond du Groenland, mais quand même. Une avalanche de 25 millions de mètres cubes de roches et de glace a provoqué une vague de 200 mètres de haut. Vous captez pas l'ampleur de ces nombres? Est-ce que vous savez combien la pyramide de Khéops fait en volume? Environ 2,5 millions de mètres cubes. C'est 10 pyramides de Khéops qui sont tombées dans la flotte d'un coup. Est-ce que vous comprenez un petit peu mieux la vague de 200 mètres de haut maintenant? Heureusement, je vous le disais, que ça a eu lieu vraiment là où personne veut vivre, dans un fjord isolé, inhabité, mais quand même à plus de 70 km de là, sur l'île Ella, des vagues de 4 mètres ont détruit une station militaire. Et là aussi, heureusement, on peut respirer, elle était fermée pour l'hiver, donc il n'y a pas eu de victimes. Ceci est une trombe marine, une espèce de tornade qui évolue uniquement sur les flots et qui se forme suite au passage d'air froid au-dessus d'eau chaude. Il est possible qu'avec le réchauffement climatique, le phénomène se multiplie et soit de plus en plus dévastateur. Il y a eu des cas très graves de trombes marines. Par exemple, l'été 2024, un yacht a été coulé par une trombe marine au large de la Sicile et a fait quelques victimes. Dans des cas très graves, les incendies de forêt peuvent créer des tempêtes de feu. En gros, l'incendie est si intense qu'il engendre un pyrocumulonimbus. C'est un nuage chargé de fumée, de cendres et de vapeur d'eau. Pendant sa formation, l'air qui circule sous ce nuage crée des vents très forts, très dangereux, qui propagent le feu de manière totalement aléatoire. Et petit bonus, ça peut même générer des éclairs. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore un level au-dessus. C'est quand la tempête de feu déclenche un autre phénomène extrêmement rare dans son sillage, la tornade de feu. C'est très simple, c'est comme une tornade classique, sauf qu'en plus des forts vents, t'as le supplément feu. Ne vous fiez pas à sa petite bouille, cette grenouille très mignonne, endémique de Colombie, est la plus toxique du monde. La Phyllobates terribilis, qui n'a vraiment pas volé son nom, est connue pour sécréter un fort taux de batrachotoxine, extrêmement mortel. Dites-vous qu'une seule grenouille produit assez de poison pour tuer 10 hommes. C'est vrai ou c'est faux? On va tester ton niveau. Les sables mouvants sont meurtriers. Vrai et faux. On est sur un mix, c'est frais, c'est vro. Bon, je vous explique. Déjà, pour qu'il y ait du sable mouvant, il faut du sable, de l'eau et parfois de l'argile. Et contrairement au film, si vous vous retrouvez piégé dans des sables mouvants humides, c'est-à-dire proche d'une zone aquatique, vous serez pas aspiré tout entier. En réalité, quand vous arrêtez de bouger, le sable se solidifie et vous restez bloqué. Par contre, si vous êtes au bord de la mer et que la marée remonte, là, il va falloir commencer à crier à l'aide. Et idem, si malencontreusement vous tombez dedans, la tête la première, c'est pas une très bonne idée non plus.
Et si j'ai précisé sable mouvant humide, c'est parce qu'il y a en fait deux autres types de sable mouvant. Il y a les sables mouvants mouillés et les secs. Concernant les mouillés, c'est un peu technique, ils sont rares et causés par la liquéfaction des sols, comme à Niigata au Japon en 64, où le sol saturé en eau s'est enfoncé. Ça donne des photos très impressionnantes. Et en ce qui concerne les secs, des scientifiques ont fait l'hypothèse que des sables mouvants pouvaient se former sans eau, juste du sable et beaucoup d'air. Ils ont fait une expérience en labo et un objet a été aspiré. Attention donc dans le désert, on sait jamais. Prochain danger, les éclipses solaires. Évidemment, c'est pas mortel, mais les risques pour les yeux sont importants. Parce qu'au quotidien, on sait qu'il faut pas regarder le soleil, mais pendant une éclipse, on est tenté de regarder vers là. Et c'est très mauvais, si les ultraviolets atteignent la rétine, ça peut l'abîmer fortement. La fonte des glaciers n'est pas juste embêtant pour les ours polaires, mais aussi pour les courants océaniques. L'AMOC, c'est un immense tapis roulant d'eau chaude et froide dans l'Atlantique qui aide à réguler le climat, mais voilà, avec toute cette eau douce qui débarque dans le système, il commence à fatiguer et à ralentir l'AMOC. Et sans lui, c'est la pagaille assurée pour les océans, pour la vie marine et juste pour le climat mondial de façon générale. Nouvelle carte, et cette fois, c'est le volcan, faut bien qu'on y passe. Outre leur puissance destructrice, la lave et les nuées ardentes, il y a aussi les fumerolles, un petit peu moins connus. Les fumerolles, vous savez, ce sont les petits panaches de fumée qu'on trouve à proximité des zones volcaniques. Ces émanations de gaz peuvent être du soufre, du dioxyde de carbone, de l'hydrogène sulfuré. Dans tous les cas, si vous avez le nez bouché comme moi, évitez de faire vos inhalations avec. Vraiment, c'est un tout petit peu toxique. Vous en avez peut-être déjà eu dans votre salle de bain, sans pour autant vous douter qu'avant d'être transformé en huile inoffensive, le ricin est extrêmement toxique. Il ne faut que 4 ou 5 petites graines de cette plante pour tuer un homme. Vraiment, la ricine, c'est une des toxines les plus redoutables de la planète. Et heureusement, ça disparaît une fois qu'on en fait de l'huile. Bon, en montagne, les avalanches sont un danger bien connu, mais l'altitude est un ennemi plus sournois encore. Plus on grimpe, plus l'oxygène se raréfie et le corps peine à suivre. Résultat, nausées, migraines et dans les cas les plus graves, des œdèmes cérébraux, des œdèmes pulmonaires qui peuvent être fatals. La foudre, ça peut être hyper dangereux. Les araignées aussi, enfin certaines espèces. Eh bien, j'ai trouvé un petit combo des deux, la foudre araignée. Son nom parle pour lui-même, il s'agit d'une multitude d'éclairs qui partent dans tous les sens et qui peuvent rappeler la forme d'une araignée. Ce phénomène est même visible depuis l'espace. Et les risques sont les mêmes que pour de la foudre normale, tu veux pas te retrouver en dessous. Toujours dans le thème météo, il y a la pluie verglaçante. Ça se produit quand les gouttes de pluie gèlent immédiatement au contact de surfaces froides. On a eu un épisode en France là il y a quelques semaines justement. Il y a eu quelques accidents, mais ça peut être bien plus grave. Comme au Québec en 98. La pluie a endommagé 3000 km de réseau électrique et a fait une trentaine de victimes. Difficile dans cette vidéo de pas parler des fourmis balles de fusil, qui sont connues pour avoir l'une des piqûres les plus douloureuses du règne animal. Leur petit nom latin, c'est Paraponera clavata, et je les connais bien personnellement. Quand j'étais ado en Guyane, je faisais beaucoup d'entomologie, et j'en ai souvent observé des Paraponera. Un jour, j'en ai trouvé une morte. Sans précaution, je l'ai prise, et son dard m'a foudroyé le doigt. Je me souviens encore de la douleur alors qu'elle était morte. Je n'imagine même pas si elle était vivante. Heureusement, malgré la douleur atroce, les effets restent limités. On peut avoir un peu de fièvre, un gonflement et dans de rares cas, un peu de tachycardie. Mais ouais, la piqûre est rarement mortelle pour l'homme. C'est vrai ou c'est faux? On va tester ton niveau. Il existe des tsunamis de lacs. Vrai ou faux, messieurs dames? Eh bien c'est vrai. Dans les grands lacs, ça peut arriver, les tsunamis lacustres. Tout comme leurs homologues marins, ils se déclenchent à la suite de séismes, de glissements de terrain, comme par exemple en 563 sur le lac Léman. Selon les estimations, la vague aurait atteint 13 mètres de haut. Parce qu'une éruption d'un volcan, ça suffit pas forcément, il faut qu'elle soit parfois accompagnée, dans les cas extrêmes, d'un hiver volcanique. Il s'installe quand des particules, comme des cendres, des gouttelettes d'acide sulfurique, sont projetées dans l'atmosphère et bloquent une partie des rayons du soleil, pendant parfois très longtemps. Forcément, il y a moins de lumière du soleil, ça refroidit la Terre. En 91 par exemple, suite à l'éruption du Pinatubo aux Philippines, le climat mondial s'est refroidi de 0,5 degrés pendant un an.
Et c'est pas fini, parce que qui dit moins de soleil et plus de froid, dit potentiellement famine. Ah ouais, dérèglement climatique, récolte détruite, énorme crise. Autre exemple, 1783, l'éruption du Laki, un volcan islandais, a eu des conséquences catastrophiques. Rien qu'en Islande, plus de 20% de la population est décédée de famine. Bon, on est au fait 68, il reste plus beaucoup de cartes et ce sera inondation. Inondation, mine de rien, c'est le premier risque naturel en France. Le record absolu a été établi en Chine en 1931. Les plus gros fleuves du pays sont sortis de leur lit et ont recouvert, tenez-vous bien, une surface équivalente à celle de l'Angleterre et de la moitié de l'Écosse. En tout, et selon les estimations les plus hautes, les inondations et leurs conséquences, les épidémies, les maladies qui ont suivi, auraient fait 4 millions de victimes. J'ai voulu donc voir un petit peu comment ça se passait en France. Je suis tombé sur cette carte qui montre les zones exposées à la montée des eaux. C'est pas exactement la même chose, mais ça s'en rapproche. Plus le niveau de la mer est haut, plus les zones s'agrandissent. Regardez, là on monte jusqu'à 4 mètres. Je vais peut-être déménager de La Rochelle à un moment si ça arrive. Mais j'ai trouvé une autre carte, un petit peu plus effrayante, qui montre ce que ça donnerait si le niveau de la mer montait de 60 mètres. Restons sur les plages. S'il vous plaît, méfiez-vous des endroits où il n'y a pas de vagues quand vous vous baignez là en petit slip l'été. Ça peut signifier potentiellement qu'il y a un courant d'arrachement. C'est un phénomène qui est un peu complexe à expliquer mais très visuel une fois qu'on regarde un schéma comme celui-ci. En fait, quand l'eau amenée par les vagues doit repartir au large, elle peut s'engouffrer dans un couloir très étroit et donc créer un courant très fort qui vous amène direct vers le large. Dans ce cas-là, ça sert à rien d'essayer de nager à contre-courant. Le mieux à faire, c'est de se laisser dériver et de revenir via les côtés. Et si ça vous fait penser aux baïnes, c'est parce que ça fonctionne plus ou moins de la même manière, à la différence que la baïne, c'est une sorte de cuvette qui se remplit d'eau. Et là, c'est uniquement dangereux quand la marée redescend, la cuvette se vide d'un seul coup, souvent par un tout petit passage, avec donc un très fort courant. C'est très difficile d'estimer leur nombre, vu qu'elles se font et se défont selon les marées, selon les tempêtes, mais je suis tombé sur cet article qui estime que rien que sur la côte aquitaine, il y aurait une baïne tous les 400 mètres. Et voici notre dernière carte du jour, et une des plus violentes, la tornade. Certes, on est d'accord, dans le monde, il y a des régions plus propices à la formation des tornades, mais globalement, ça peut se former plus ou moins n'importe où, tant que les conditions nécessaires sont réunies. Et pire, une tornade peut être invisible. C'est logique en même temps, l'air étant invisible. Il faut que la tornade soit composée de gouttelettes d'eau, de poussière ou de débris pour que vous la voyez foncer droit sur vous. Tenez, regardez cette carte, il s'agit de toutes les tornades recensées en France au XXIe siècle. Voici Alpheus amblyonyx, plus connu sous le nom de crevette pistolet. Plusieurs espèces de la famille des Alpheidae sont regroupées sous le nom de crevette pistolet à cause de leurs gros membres que la crevette fait claquer à une vitesse extrême, générant une petite bulle qui implose et qui crée une onde de choc capable de tuer sa proie. Le bruit est si fort qu'il peut perturber le fonctionnement des sonars de sous-marins. Ok, c'est pas un danger pour nous, mais on sait jamais, voilà, je préfère prévenir, vaut mieux pas se réincarner en petit crabe là, dont t'es raffole. Au tout début de la vidéo, je vous parlais de coulées glaciaires. Et un peu dans le même genre, il y a les lahars, des torrents de boue destructeurs d'origine volcanique. Concrètement, ils se forment par un mélange d'eau, que ça soit de pluie, de fonte glaciaire, voire d'un lac, et de cendres volcaniques. Ils peuvent prendre plusieurs années à se former, mais quand ils se déclenchent, ça crée des dégâts monstrueux. C'est vrai ou c'est faux? On va tester ton niveau. La foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Dicton très connu évidemment, mais complètement faux. C'est même totalement l'inverse. Des scientifiques ont mené une étude pendant 10 ans en Europe et en Amérique du Sud, dont le résultat est sans appel. La foudre a bien tendance à reprendre le même chemin. Et je vous parle pas d'un écart de 10 secondes entre deux impacts, mais parfois d'une année entière. Ce poisson, pas très joli, s'appelle le poisson-pierre. Présent. Il fait moins de 50 cm et pourtant, il est réputé comme étant le poisson le plus venimeux au monde. Sa piqûre est mortelle pour l'homme. Et en plus, c'est un gros vicelard, parce que son apparence lui permet un camouflage parfait. Tout est réuni pour marcher dessus sans s'en rendre compte.
Et pour finir, je voulais vous mettre en garde contre un danger qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, la noix de coco. Il n'existe pour l'instant aucune étude sérieuse sur le nombre précis de blessures ou de décès liés à sa chute, mais sachant que ma noix de coco là pèse 1,5 kg et qu'elle se trouve à 30 mètres de hauteur, à quelle vitesse percutera-t-elle le sol? Quasiment 90 km/h. S'il vous plaît, portez un casque lors de votre prochaine bronzette là sur l'île Maurice. On sait jamais. Et en tout cas, voilà qui conclut cette vidéo. Je vous remercie évidemment de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire le risque qui vous fait le plus flipper. Passez un bon dimanche, on se revoit dans 2 semaines. Salut.